Cerno, épisode 57. C'est la tombée de la nuit et je suis à Ivry, en banlieue parisienne. J'ai rendez-vous avec Agathe. Agathe, c'est une auditrice qui contribue à mon podcast sur Patreon. Et elle m'a écrit pour me dire qu'elle était journaliste au Monde et qu'elle avait trouvé des archives sur Paulin et Mathurin. Je suis en bas de chez elle. Allô Agathe ? Oui, bonjour, c'est Julien. Oui, je suis en bas, ouais. Ok, merci. Elle descend. Ah, c'est super. À 77 ans, la vieille dame n'avait aucun moyen de se défendre. Elle me hante en fait depuis toujours. J'ai été belle. J'ai quelques questions à vous poser. Il n'était pas celui qui prétendait être. C'est un pervers. Comptes-tu quelqu'un pour aller faire la fête ? On ne veut pas voir cela. Non. On peut pas vous dire ce qu'on sait pas. Je fais un podcast. Pour moi, c'est de la merde, non ? Oh oui. Thierry Paulin. Jean-Thierry Mathurin. C'est un tueur, c'est un menteur, Oui. un monstre. Tout homme, à un moment donné, est capable de tuer. 3, 2, 1. Bonsoir. Ça va ? Ça va et toi ? Oui, ça va, merci de m'accueillir. Bah de rien, je peux tutoyer, hein, c'est bon ? Oui, on se tutoie, ouais. Ok. Merci. Donc on est dans ton salon. Ouais, ma chambre salon, je sais pas trop comment appeler ça, c'est un endroit hybride. Je suis désolée, c'est un petit peu route. Non, c'est bien. T'es toute jeune. Ah, tu penses que j'ai quel âge ? Je dirais 24. Non, j'ai 29 ans. D'accord. Mais ça me rassure qu'on me pense encore jeune. Tu as les ongles peints en noir, Oui, c'est ça. un piercing dans le nez, C'est ça. des cheveux teints avec une mèche. T'as envie qu'on me prenne pour une chanteuse de groupe de punk ? Tu fais un peu légèrement gothique. Oh ouais, je sais pas trop comme ça que je le définirais, mais... Comment tu te définirais ? Je sais pas comment je me définirais. Bref, peut-être un tout petit peu excentrique, mais rien de zinzin non plus. Hein. Toi, t'es journaliste alors ? Non, je travaille au Monde, mais je suis pas journaliste. Pas tout à fait. D'accord. C'est quoi ton travail ? Mon travail, j'ai un peu du mal à en parler parce que tout de suite ça devient des explications qui sont un peu longues et donc j'ai l'impression d'ennuyer tout le monde. Mais à la base, moi je travaille sur les représentations des données, donc sur le numérique. Donc tout ce qui va être les graphiques, les cartes, les représentations simples pour essayer de comprendre des sujets complexes. D'accord. Voilà. Comment t'es tombé sur le podcast ? C'est un ami qui est journaliste qui travaille au Monde qui me l'a envoyé. D'accord. Ouais, il m'a dit que c'était super et j'ai écouté et c'est vrai que c'était super. J'aime bien les histoires de vie pas exceptionnelles. D'accord. Ça me fait plaisir en fait que des journalistes sérieux, des vrais journalistes, écoutent mon podcast. Parce que je crois que ça, bon, je vais pas parler à sa place, mais je pense que pour un journaliste de s'intéresser à un travail qui est un peu loin de leur manière de faire, c'est aussi intéressant. Et puis il y a, mine de rien, tu découvres aussi des choses, même s'il y a des histoires de vie qui peuvent paraître un peu anecdotiques, il y a aussi des choses qui disent quelque chose de l'histoire. Quand tu vas en Martinique et tu te rends compte que tout le monde a fabulé autour de cette histoire de grand-mère de Thierry Paulin, c'est une information sur laquelle personne ne s'était penché jusque-là. Et donc ouais, je pense que c'est une enquête qui n'est pas inintéressante. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose ? J'ai de l'eau, du café, du thé, du vin blanc, rouge, des trucs à grignoter, tout ce que tu veux. Alors ce que tu veux. Ok, café ou thé ? Thé ? Ok, ça marche. T'as combien d'épisodes d'avance d'ailleurs sur Alors en fait j'en ai toujours 2 qui sont mixés d'avance. Ouais. J'essaie de garder cette sécurité-là. Donc voilà, donc j'ai beaucoup enregistré, j'ai un tableau chez moi où j'ai tout noté, tout ce que j'ai fait, et j'ai beaucoup de choses en fait. Et
Je voudrais terminer la 2e saison, qui est donc plus sur les tueurs. Mais j'y arrive pas parce qu'il y a toujours des gens comme toi qui m'appellent. Bah ouais, enfin, en plus, moi, comme je pense, encore, j'ai l'impression que beaucoup de gens te disent, j'ai pas grand-chose à te dire. Tout le monde me dit ça. Et c'est vrai que moi, à la base, je voulais juste t'envoyer des archives et à part les commenter, à part, je sais pas, j'ai pas grande exclusivité, surtout que c'est des choses qui m'ont paru marrantes, mais pas forcément, enfin, ça allait pas t'apporter beaucoup d'infos en plus, quoi. Tu sais, moi, je trouve que chaque info, même si minime soit-elle, en fait, m'est utile. Et souvent, il y a plus de matière, en fait, que ce que les gens croient. Ouais. Mais il n'y a pas des moments, du coup, dans lesquels tu dois jeter des enregistrements ? Pour l'instant, j'ai pas monté un seul truc que j'ai tourné il y a 2 ans maintenant, qui était l'avocate des parties civiles. Sinon, je monte tout. Si tu voulais peut-être y échapper, mais... Non, je... n'y échappera pas. non, mais que je pense, comme beaucoup, je me sens pas de dire des choses très intéressantes, mais pourquoi pas ? Ouais. Bon, après, peut-être que le podcast n'est pas très intéressant, en fait. Et moi, je pense qu'il est plus intéressant qu'il n'y paraît. Parce que, bon, on en parlera peut-être après, mais là, j'ai imprimé les archives dont je te parlais. Et il y a une coupure que je trouvais hyper intéressante qui était... C'était une toute petite chronique qui disait mais en fin de compte, là, ce qu'on retient de l'affaire, c'est qu'ils sont homosexuels, qui viennent du milieu de la nuit, qui sont toxicomanes, et on essaye de faire un espèce de storytelling autour d'eux parce qu'ils tuent des grands-mères. Mais est-ce qu'en fin de compte, cette histoire, on n'essaie pas de la rendre plus rocambolesque qu'elle est, et qu'en fin de compte, elle dit peut-être d'autres choses, comme par exemple la solitude de ces femmes. Le journaliste disait, compte tenu de l'espérance de vie de 10 ans supplémentaires qu'elles ont souvent vis-à-vis de leur mari, c'est 10 ans de solitude en plus, et puis les gamins, ils partent. Et je trouvais ça, en fait, assez marrant de lire ça dans le monde dans les années 80, et que toi, aujourd'hui, ta première amorce, c'était d'aller s'intéresser à ces femmes-là. Et à leur solitude, et à ce pourquoi elles avaient fini seules, ou fini seules. Leur vie. Quoi. Oui, souvent seules. Ouais. Effectivement. Après, j'y reviendrai aux victimes. Là, les tueurs, je pensais vraiment pas m'apesantir, en fait, sur leur cas autant que ça. Mais dès que je pourrais retourner dans la rue comme ça, avec mon micro, et je le ferai. Parce qu'effectivement, c'était pour ça que je le faisais au départ, quoi. Enfin, moi, j'avais pas forcément de point de... Enfin, j'avais un point de départ, mais je savais pas forcément où j'allais, quoi. Ça se voit. Mais c'est ça qui est bien aussi. Parce que les enquêtes journalistiques qui débutent alors que le journaliste sait déjà ce qu'il veut obtenir, c'est pas forcément les plus intéressantes. C'est souvent le cas, non ? Ouais, malheureusement, c'est un peu souvent le cas. Bon, ça dépend du type de média, mais ouais. Hop. Tu peux t'asseoir si tu veux, si tu trouves pas ça trop inconfortable. Voilà. Bon, ça va, je pense. T'as de nombreuses feuilles de papier, en fait. J'en ai 10. Il y en a qui sont un peu anecdotiques, je les ai mises par ordre de parution. Genre là, par exemple, le premier, 3 décembre 87, ce petit texte dit juste qu'ils ont été arrêtés et qu'ils sont soupçonnés. Bon, déjà, on voit... à chaque fois, ils sont obligés de dire qu'ils sont toxicomanes, qu'ils viennent du monde de la nuit et qu'ils sont homosexuels. C'est assez bizarre. Comment c'est formulé ? Voilà, c'est juste toxicomane. Le jeune homme était déjà connu des services de police. Il avait été arrêté à Alfortville il y a quelques mois pour vol, violence et infraction à la législation sur les stupéfiants. Et le lendemain, tu as un petit texte sur le fait qu'ils ont été inculpés et écroués. Ah oui, c'est le moment où ils disent que Thierry Paulin, de toute façon, il est pris, il peut plus vraiment faire marche arrière, il sait qu'il est condamné. Et ils décrivent un homme complètement amoral un être amoral qui égrène la liste de ses victimes sans émotion apparente, comme s'il venait d'acheter une baguette de pain. Il parlait... Ah oui, un autre truc intéressant, c'est que à propos de tout ce storytelling qu'on essaie de lui mettre sur le dos, comme quoi il détesterait les femmes et les grands-mères parce qu'il détestait sa grand-mère, etc. Je crois qu'en fin de compte, c'est juste quelqu'un de très lâche qui va aller voir des gens qui sont très faibles. Et il y a un détail qui est intéressant, le papier dit « Il parlait quelquefois avec elles pour les jauger. Celles qui lui semblaient les moins vulnérables, racontent les policiers, il les abandonnait. » Donc, ça veut bien dire qu'il n'était pas obsédé par l'idée de tuer des grands-mères, il était juste
obsédés par l'idée de trouver de l'argent en liquide chez des gens qui sont extrêmement faibles et qui peuvent pas se défendre, quoi. D'accord. Ah oui, au propos aussi de ce truc de cocaïnomane, donc il est mis, il est enfermé dès qu'il est interpellé, et il y a un policier qui dit qu'il n'était pas véritablement accroché. Il se faisait des lignes de cocaïne de temps en temps, disent-ils, mais pendant sa garde à vue, il n'a pas flanché. Donc, il y a quand même une différence entre être toxicomane, le toxicomane qu'on décrit beaucoup dans les papiers, et se faire une ligne de cocaïne quand on va en teuf. Pardon, de consommer en tout cas de la drogue de manière très récréative, quoi. Oui, alors déjà, j'ai jamais su si c'était de la cocaïne ou de l'héroïne. Parfois, des gens disent de l'héroïne. Parfois, on entend que c'est Mathurin qui était accro et qui a un peu entraîné Paulin là-dedans. Parfois, on entend l'inverse, on entend tout et n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que sous le terme CAM, c'est difficile de savoir ce que les policiers, la justice ou les témoins entendent. Plus tard, pendant le récit du jugement de Jean-Thierry Mathurin, effectivement, Jean-Thierry Mathurin disait qu'il s'était prostitué pour avoir un peu d'argent pour parfois acheter de la drogue, et il disait, chez Thierry Paulin, il y avait toujours de la CAM. Mais difficile de savoir ce que c'est. J'ai pas l'impression que ce soit de l'héroïne, vu en plus le profil des deux types qui sortent tout le temps, qui vont danser, qui sont assez actifs, assez sportifs et tout. Ils ont même pas le physique de gens qui prennent de l'héroïne, ils ont le physique de gens qui... Je les verrais plus prendre de l'héroïne aujourd'hui, de la MDMA par exemple, plutôt que de l'héroïne, ouais. Donc pour toi, c'est plus des profils de cocaïne, en fait, de cocaïnomane. Ouais, complètement. Je suis pas profiler de drogués, mais au vu de ce qu'ils décrivent de leur vie festive, puis même de leur vie quotidienne, ça m'étonnerait qu'ils aient consommé de l'héroïne. Ouais. On fait pas la fête toute la nuit sous héroïne. Non, je pense pas. Ouais. Je pense pas. Vu les effets que ça a l'air de produire, non. Un tueur qui ne se cachait pas, une chambre d'hôtel tranquille dans le quartier des Halles, à quelques mètres de ses restaurants et de ses boîtes branchées, où à 26 ans, noceur, mythomane et homosexuel, il s'affichait sans retenue. Morbide fascination. Ouais, ça c'est vachement marrant parce que là on est le 5 décembre, ils ont été interpellés le 3 décembre, et déjà il y a ce gars là, qui s'appelle Jean-Marc Théolive. Bon. Journaliste. Un journaliste, pardon. Il va prendre un peu de recul. Et il va dire oulala, attention, qu'est-ce que nous dit cette affaire ? Qu'est-ce que nous dit cette affaire de... Parce qu'apparemment, c'était vraiment une affaire qui était très très discutée, sur laquelle il y a eu beaucoup d'interpellations, de gens qui n'étaient pas coupables de ces meurtres de vieilles dames, peut-être d'autres meurtres, mais voilà. Un truc qui a rendu complètement fou la BRB. La brigade de répression du banditisme. Oui, c'est ça. Et là, il y a quelqu'un qui fait cette toute petite chronique, mais qui prend déjà un peu du recul pour dire que peut-être qu'autour de cette histoire, il commence à y avoir une fascination un peu morbide qui n'est pas très saine, et surtout pas très saine pour la traiter dans l'information. Il dit une homosexualité, des inclinaisons à la toxicomanie, des fréquentations ordinaires de cabarets nocturnes. Voilà ce que l'on retient pour un portrait encore bien flou. Tout cela n'éclaire encore guère sur les mobiles, et surtout sur cette indifférence, cette accoutumance à tuer. Il serait même plutôt rassurant de se dire que la démence a pu tout commander. N'est-ce pas pour cela, au fond, que certains sont allés demander à des psychiatres ce qu'ils pensaient de ces deux jeunes gens que ces spécialistes n'avaient jamais, et pour cause, jamais vus. Voilà, il dit tout de suite, il y a des gens qui vont voir des psychiatres alors qu'on sait rien de ces gens-là, à part qu'ils sont encore une fois toxicomanes, homosexuels, et qui font la fête. Et que directement, on veut obtenir un profil psychiatrique, on veut avoir une histoire de qu'est-ce qui les pousse à la démence. Peut-être que il y a autre chose, hein. Il y a des choses qui sont beaucoup plus banales, qui sont juste, ils voulaient de l'argent et puis ils ont tué, et en fait c'est hyper facile de tuer, s'y habituer, et point barre, quoi. On veut construire un storytelling, quoi. On veut écrire une histoire tout de suite, rapidement. Ouais, et puis on veut construire des monstres, parce qu'on n'a pas envie qu'ils nous ressemblent. Parce que si ces gens sont complètement tarés, c'est pas nous, donc c'est rassurant. Perturbé par sa maladie, le sida, les psychiatres n'auront pas eu le temps de cerner sa personnalité. La mort le dérobe à la justice, il restera donc à jamais un assassin présumé. Ensuite,
Donc ça, c'est juste un factuel pour parler du déroulement. 3 dossiers ont été ouverts contre Paulin et Mathurin. Ouais, c'est parce que il y en avait un pour Paulin, un pour Paulin et Mathurin, et un troisième parce que ils ne savaient pas. Alors ça, c'est un peu bizarre. C'est pas quelque chose que j'ai revu ensuite, mais ça dit l'instruction devra dire également si le meurtrier n'a pas sciemment ou non ajouté à sa liste des crimes qui ne seraient pas les siens. Il pensait qu'il y en avait certains qu'il avait avoués, qui n'étaient pas les siens. D'accord. Ce que je trouve drôle, là je vais faire un peu de... Ça va être un peu tordu, mais il me semble que certaines informations disaient que peut-être Thierry Paulin n'aurait pas fait ses derniers crimes tout seul, qu'il avait un autre Jean-Thierry Mathurin. Un autre complice. Un autre complice. Et je trouvais ça drôle d'imaginer, enfin pas drôle du tout, mais je trouvais ça intéressant d'imaginer que si les policiers pensaient qu'il avait avoué des crimes qu'il n'avait pas fait, ça aurait été peut-être pour couvrir la personne, son complice qu'on ne connaît pas. Ouais. Alors, moi, je me suis rendu compte, et ça sera probablement l'objet de toute une saison de mon podcast, en consultant certaines archives, aux archives nationales, qu'il y avait déjà eu une vingtaine de meurtres rien qu'en 1984, alors que seulement 10 ont été répertoriés cette année-là. Et en tout, en fait, il y aurait 20 meurtres supplémentaires, en fait. Parfois, on est sûr que c'est Paulin, mais lui, il dit qu'il était à Toulouse, ce jour-là. Voilà, mais des choses comme ça qui sont très, très étranges, quoi. Et je sais pas si c'est si étrange que ça, parce que je crois qu'au bout d'un moment, quand on a tué 10 personnes, 20 personnes, il y a des dates aussi qui nous échappent. Et si on l'écrit comme quelqu'un d'amoral qui est quasiment éteint et qui en parle comme s'il avait acheté une baguette de pain, pour citer l'article, moi, par exemple... Je sais pas, si on me demande, tiens, c'est quand la dernière fois que t'as vu ton ami Antoine, faut que je réfléchisse, quoi. Faut que je regarde dans mon calendrier, faut que je... Sauf que lui, apparemment, d'après ce que j'ai lu, mais peut-être que j'ai lu des conneries, il a raconté chacun des meurtres vraiment avec beaucoup de précision et beaucoup de détails. Ok. Et certains, il n'a pas voulu les avouer alors qu'il était déjà condamné, quoi. Ah, mais c'est bizarre, ça. Peut-être encore... Ouais, encore une fois, peut-être qu'il couvrait un complice. Ouais, peut-être. C'est difficile à dire. Mais d'ailleurs, ce qui m'a un peu étonnée, je ne sais plus si c'était dans celui-ci, mais il y a un article qui parle de cette tendance qui est de tuer des personnes âgées. Apparemment, s'ils ont tant de mal en fait à les trouver, c'est qu'il y avait quelques personnes âgées qui étaient tuées de temps en temps à Paris, mais ils arrivaient à trouver les coupables, mais ce n'étaient pas les coupables des tueurs de vieilles dames du 18e. Et c'est... horrible. Donc c'est un genre de crime en fait. À l'époque. Et je me demande si c'est pas encore... moi, si par exemple je devais tuer quelqu'un, j'irais pas aller tuer mon voisin qui fait 1m90 et 50 kg de plus que moi. Je prendrais des gens qui sont très faibles parce que je serais quelqu'un d'horriblement lâche. Et en plus de ça, les personnes âgées, souvent, gardent de l'argent liquide. Enfin, c'est l'image que j'en ai, hein, gardent de l'argent liquide par sécurité. Donc je pense que c'est plus un truc pragmatique qu'un délire morbide, quoi. Alors, ce qui pose question, c'est les tortures. Ah ouais, non, ouais. Ah non, ça c'est horrible. Non, c'est vrai. Parce que j'ai lu, par exemple, aux archives, le compte-rendu du meurtre de Ioana Secaresco, la 4e victime. On disait... dans ce compte-rendu que très vite, en fait, dès qu'elle est entrée chez elle, les deux lui ont sauté dessus. Et ils ont commencé à la frapper, etc. Je pense que c'est là qu'ils ont cassé des côtes et tout. Et elle leur a dit où était l'argent. En fait, elle a tout de suite expliqué où était l'argent. C'est là qu'ils ont trouvé leur plus gros butin, 1500 €, 10 000 francs à l'époque. Et malgré ça, ils ont continué à la frapper. Enfin, Paulin a continué à la frapper seul. Mathurin est soi-disant sorti. Il s'est échappé parce que c'était trop violent pour lui. C'est ce que dit le compte-rendu. Et Paulin a achevé, en fait, Ioana Secaresco alors qu'il avait déjà trouvé tout l'argent. Donc, c'est ça qui pose question, en fait. C'est les violences, quoi. Ouais, je crois que c'est difficile pour le kidam, parce que je pense que ni toi, ni moi, on a eu déjà l'idée de tuer quelqu'un ou même des accès de violence terribles contre quelqu'un. Enfin, j'espère pas. Mais d'en tirer plaisir
Je sais pas. Je crois que, en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, ces gens-là, ils sont tellement déshumanisés qu'ils ont l'impression juste de se défouler ou de le faire comme quand on tape sur un sac de sable. Ou ça me paraît tellement difficile à imaginer. Dans le compte-rendu du jugement de Jean-Thierry Mathurin, je crois qu'à ce moment-là, Thierry Paulin était déjà mort, il raconte qu'il n'a jamais assisté à une scène de violence. Que lui, son travail, c'était de chercher l'argent et qu'à chaque fois, il se mettait dans la pièce à côté. Et que, soi-disant, Thierry Paulin devenait de plus en plus fou s'il ne trouvait pas d'argent et qu'un jour, il est même devenu tellement taré parce qu'il n'avait pas de réponse de la vieille dame, qu'il lui a mis de la soude dans la bouche. Ah, c'est glaçant. Quelle horreur. Ouais, ça fait peur de parler de ça. Tu veux du thé ? Volontiers. Habituellement, je bois du café, mais il est tard. Tu fais des sons d'ambiance et tout. Pardon ? Tu fais des sons d'ambiance. Très important. Merci. De rien. Il est peut-être un peu chaud là, je sais pas. Ouais, faut attendre un peu, je pense. Donc, celui-ci, ce papier-là qui s'appelle « Vieille femme trop digne », il commence comme ça. 38 personnes âgées, des femmes pour la plupart, ont été assassinées chez elles, à Paris, en moins de 4 ans. Ce n'est pas seulement l'effet d'un hasard, ni même de la folie d'un meurtrier hors série. Thierry Paulin et ses semblables ont exploité une situation d'autant plus mal connue qu'on ne veut pas la voir, la présence à la fois massive et discrète au milieu de nous de la vieillesse solitaire. Et ensuite, l'article développe le mode de vie de ces femmes qui sont vieilles et qui sont seules et qu'on veut aider parce que, visiblement, à l'époque, il y avait des aides sociales qui étaient mises en place. Alors, qu'est-ce que ça dit ? La plupart touchent une retraite, beaucoup ont droit à la carte émeraude de transport gratuit. Merci. Au minimum vieillesse, la municipalité parisienne a ajouté pour les plus démunis une allocation spéciale qui leur garantit l'équivalent du SMIC. Alors, le bonus, c'est quand même quand ils écrivent « Monsieur Jacques Chirac leur envoie une boîte de chocolat et leur propose des spectacles gratuits. » D'accord. Donc bon, visiblement, elles avaient le droit à pas mal d'aides, mais, je recite, ces vieilles dames, justement, ont leur dignité. Elles ont déjà un tel sentiment d'être à charge qu'elles répugnent à profiter des avantages supplémentaires qu'on leur propose quand elles en sont informées. 6 000 d'entre elles seulement, par exemple, ont accepté que les services municipaux viennent renforcer leurs portes. C'est très intéressant. Mais c'est hyper intéressant. Et ça finit par une conclusion que je trouve pas dégueulasse, qui dit suffit-il de leur proposer de l'argent et des gadgets de liaison électronique alors qu'elles ont besoin de solidarité quotidienne, d'échanges et de chaleur conviviale. Ce qui paraît quand même être une solution peut-être un peu naïve ou un peu plan-plan, mais en vrai, le nombre de ces femmes-là ou de ces hommes-là qui vivent seuls et qui hantent les immeubles de Paris sans demander leur reste à personne, je pense que c'est un truc qui existe encore. En tout cas, cette affaire Thierry Paulin a mis en lumière cette condition de femme âgée seule. Mais j'ai peur que la réflexion de ce journaliste fasse un peu figure d'exception dans le traitement de cette affaire. Parce que j'ai pas vu beaucoup plus de papiers dessus, j'ai pas vu beaucoup de rebonds. Et pourtant, je trouvais qu'il touchait à quelque chose. Ouais. Pour moi, une affaire criminelle, c'est vraiment le reflet de la société dans laquelle elle est perpétrée. Ouais, mais malheureusement, on en retient que les trucs les plus sensationnels. Homosexuel, toxicomane, noir et fêtard. Ouais, c'est ça. C'est les 4 éléments qu'on retient le plus de cette affaire. Mais alors, du coup, est-ce que c'était un phénomène nouveau, d'après toi, que les femmes vieillissent seules ? Est-ce que c'était pas un peu nouveau dans l'histoire, en fait ? Comment vieillissaient les femmes avant ? Est-ce qu'elles étaient prises en charge par leur famille ? Et est-ce que d'un coup, dans les années 80, on a commencé à faire n'importe quoi avec les vieux ? Peut-être, je saurais pas le dire, j'ai pas envie je suis pas polémiste, je donne pas mon avis sur des choses que je maîtrise pas. Mais par contre, je crois que c'est pas un phénomène nouveau et c'est pas un phénomène éteint qu'on s'en prend aux femmes. Parce que ce sont les personnes les plus faibles. Et donc, femmes plus âgées, c'est banco. On arrive à trouver des gens qu'on peut facilement dominer, ouais. Toi, t'as des grands-mères ? Non.
Non, mes grands-parents sont tous décédés. D'accord. Pourquoi je rigole en disant ça? C'est horrible. Oui, pourquoi tu rigoles? Je sais pas, je trouve que c'est la réponse. C'est ma réponse un peu lacunaire qui m'a fait rire. Ils sont tous morts? Ouais, ils sont tous morts, ouais. Ça te manque pas trop de pas avoir de grands-parents? Non, je pense que j'étais un peu jalouse quand j'étais petite, parce qu'il y avait cette image de la grand-mère aimante, douce, etc. Et puis moi, la seule grand-mère que j'avais connue, c'était une grand-mère assez autoritaire, assez froide, très catholique. Voilà, je n'aime pas spécialement la voir, quoi. J'ai pas d'histoire de grand-mère gâteau à raconter. On continue? Oui, on continue. Celui-là, c'est juste un papier qui s'appelle donc l'acharnement, la routine et le hasard, sur le mal que s'est donné la police pour retrouver ces criminels, toutes les interpellations qu'ils ont faites dont je te parlais. Et ah oui, un passage qui est intéressant, un peu anecdotique, mais qui me fait penser à un épisode que tu avais fait avec l'homme que tu as rencontré à Rennes, je crois. Loïc. Ouais, sûrement. Qui disait qu'il avait vu son nom sur des prêteurs de gages, c'est ça? Au crédit municipal. Ah, parce qu'il y a un truc qui me posait un peu question, c'était... Donc au bout d'un moment, la police, ils sont devenus complètement obsédés par ce truc, acharnés, et ils sont allés chercher des méthodes un peu alternatives, et ça dit « On harcela les indiques dans les bars avant de sonner enfin chez le receleur, en pure perte. L'assassin ne prenait que l'argent liquide, dédaignant tout objet dont la vente aurait pu le mettre en danger. » Alors ça, c'est faux. Parce que parfois, il a volé des montres, parfois des bijoux, qu'il a portés lui-même, ou qu'il a offert. Ah, mais qu'il n'a pas revendu. Peut-être qu'il en a remis en gage certains. Peut-être que Loïc a menti. Ah, peut-être, mais je veux pas... non, je trouvais que ça faisait un rebond à cet épisode, mais je n'ai pas envie de le mettre en cause, parce que peut-être que le monde ment aussi. Oui. Qui sait? Les grands journaux nous mentent peut-être. Oui, c'est aussi les paroles des policiers qui sont reportées. Oui, voilà. Peut-être qu'ils veulent justifier leur travail qui a eu une conclusion un peu décevante, parce que finalement, c'est un hasard total qu'on l'ait retrouvé, ce gars. C'est juste parce qu'au bout d'un moment, il a été un peu laxiste et qu'il sortait dans la rue, que quelqu'un l'a reconnu à partir d'un portrait robot d'une victime. Grâce à ses cheveux peroxydés. C'est ça, oui. C'est quand même fou d'avoir un signe physique tel, alors qu'on fait des bêtises pareilles à côté, quoi. C'est un signe de bêtise, peut-être, d'inconscience. Oui, complètement. Ça n'a pas l'air d'être, comment on dit, le couteau le plus affûté du tiroir. On m'a dit, Isabelle, une personne qui l'a employé quand il avait 18 ans, en fait, disait qu'il était très intelligent. Ah, d'accord. Ouais. C'est marrant, c'est pas du tout le genre de profil qu'on imagine quand on lit les descriptions qui en sont faites. On dit parfois, j'ai entendu dire que Mathurin était vraiment extrêmement stupide et que Paulin était intelligent, mais ouais, je crois pas. C'est un peu simpliste, cette histoire de dominant et de dominé, comme s'il fallait... ça, comme beaucoup de faits divers, hein, tout est traité un peu sur le forme de la polarité. Il faut qu'il y ait un méchant, qu'il y ait un gentil, qu'il y ait un dominant, qu'il y ait un dominé, qu'il y ait un con, un intelligent. C'était aussi la ligne de défense de Mathurin. Ouais. Auquel, je sais pas quoi en penser. C'est pas à nous, sûrement, de juger ça. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? On arrive, donc là on est toujours en décembre 87, et là on est beaucoup plus tard. Il est mort. Voilà, 89, il y a une toute petite manchette, hyper factuelle, qui t'apprendra rien, mais ça dit, donc on est quand même en une du monde là. Thierry Paulin est mort. Et on a la fameuse petite phrase « Toxicomane occasionnel, noctambule menant grande vie dans les milieux homosexuels, Thierry Paulin, blablabla, blablabla. » Donc on rappelle quand même. Voilà, il est mort et puis il faut qu'on rappelle qu'il est toxicomane, fêtard. Et homosexuel, ouais, surtout. Alors, toxicomane, ça pourrait expliquer qu'il ait besoin d'argent et donc de tuer ses femmes. Fêtard aussi, ça veut dire qu'il les tuait pour pouvoir faire la fête. Mais homosexuel, on ne voit pas trop le rapport, en fait. Pourquoi avoir besoin de le mentionner? Bon, déjà, le rapport entre avoir besoin d'argent et être toxicomane et fêtard, je trouve un peu simpliste, parce que, je sais pas, peut-être qu'il consommait plus de bon vin et de bon champagne que de cocaïne.
peut-être que ça lui coûtait plus cher, peut-être que ses fringues lui coûtaient plus cher. Et jamais on va dire amateur de belles sapes, amateur de champagne, il aimait aussi les montres, il était aussi toxicomane. On va pas faire la liste de tout ce qui lui a coûté cher. Je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui lui coûtaient cher, mais comme là, le fait d'être toxicomane, c'est illégal, enfin, de consommer de la drogue, c'est illégal, on le met en avant. Et le fait de peut-être de fréquenter les milieux de nuit était peut-être considéré comme amoral ou marginal plutôt. On veut le différencier en fait de la masse, quoi. Ouais, c'est ça. Avec des choses qu'on trouve un peu bizarres, un peu marginales. Mais... On accentue tout ça. Ouais. Mais sûrement, enfin, on va pas faire l'état de son compte en banque, mais il avait sûrement des lubies qui lui coûtaient très cher, qui n'étaient pas de cet ordre-là. Ouais. Mais oui, homosexuels, clairement, ils avaient tous il y avait beaucoup de gens qui avaient l'air d'encore considérer que c'était une déviance. Ça dit tout le temps, c'est répété tout le temps. Et dans les procès, le psychiatre, d'ailleurs que tu avais rencontré... Hein. Serge Bornstein. Oui, il dit... Il est homosexuel, il a une grande haine des femmes, et notamment des vieilles femmes. Le rapport est lunaire. Et le type, il arrive quand même à encore t'en parler comme une déviance. Il le dit dans un article ? Ah, il le dit dans un article, ouais. L'article écrit « Il amorce une explication du comportement de cet homosexuel. » Cet homosexuel, voilà comment on l'appelle. Il avait un dégoût méprisant des femmes, et surtout des vieilles femmes. Au-delà de l'appât du gain, c'est le meurtre de la grand-mère au niveau symbolique. Tu l'avais déjà relevé hein, dans l'interview que tu avais avec lui. C'est un charlatan qui explique tout par la psychiatrie. Cet homosexuel branché des nuits parisiennes, c'est un pervers. Du coup, alors, c'est juste un petit entrefilet qui annonce sa mort, quoi. C'est une manchette, mais j'ai trouvé ça encore une fois intéressant de revoir la Sainte Trinité toxico-homo-fêtard. Et là, en 91, donc il est mort, Paulin est mort, et donc on a cette article qui s'appelle « L'ombre dominatrice de Paulin », qui décrit la comparution de Jean-Thierry Mathurin, qui est donc accusé d'avoir participé à une dizaine des 34 agressions imputées à Thierry Paulin. Et effectivement, comme tu disais tout à l'heure, la défense de Mathurin est très, très, très concentrée sur c'était un dominateur, c'était l'homme fort, c'était pas moi je faisais rien. Ça dit, y a un ami de Thierry Paulin qui dit « Un dédoublement à ce point, je ne l'aurais jamais imaginé ». Il décrit un homme excessivement gentil et très agréable. Aussi, Jean-Thierry Mathurin, peut-être que tu l'avais déjà vu ça, mais il parle d'un viol subi à 7 ans et de tous ces gens qui l'ont aidé et dont les intentions réelles semblent bien troubles au travers de ce qu'il nomme des attouchements. Il dit aussi « J'avais besoin de quelqu'un à qui parler, d'une épaule sur laquelle m'appuyer. Ce qui m'a attiré chez Paulin, c'est que j'avais la clame sur place. » Ce qui me paraît un peu... c'est marrant parce que... c'est pas marrant. Pardon, expression automatique. C'est un peu contradictoire parce que parfois on les décrit comme une relation passionnelle. Et là, Jean-Thierry Mathurin va décrire Paulin comme une épaule sur laquelle il a pu se reposer, qui lui filait de la came, qui était rassurante, mais ça a l'air très loin d'une histoire d'amour passionnel, en tout cas ce qu'il décrit. Et il dit... Du jour où j'ai connu Paulin, j'ai été sa victime et son esclave. C'est quand même des mots hyper durs. Après un silence, il ajoute « Il dominait toujours les choses. » Et reste un instant rêveur. Et donc, tout l'article, c'est comment est-ce que Paulin dominait Jean-Thierry Mathurin. D'accord. Une pub pour le dernier livre d'Hélène Carr-Dancos, « La gloire des nations ». Par exemple, ici est écrit « Non, Mathurin ne frappait pas les victimes. Non, il ne voyait pas Paulin les tuer et les torturer. » Un jour, par exemple, Mathurin se trouble parfois et s'arrête... Ah non, pardon, excuse-moi. Quand il parle quand il parle apparemment devant le tribunal, il dit qu'il se trouble parfois et qu'il s'arrête pour dire « Non, c'est trop cruel. » et qu'il n'arrive pas à relater lui-même les faits. Donc un jour là, quand il devient, apparemment Thierry Paulin devient complètement fou parce qu'il n'arrive pas à trouver de l'argent
Et Jean-Thierry Mathurin lui aurait dit de ne pas faire ça, de s'arrêter. Voilà, quand il a versé un produit à base de soude caustique dans la bouche d'une victime. C'est très aimable à lui. Donc c'était Alice Partouche Benaïm. Bon, là, on parle beaucoup de... Parce que bon, j'ai le journal sous les yeux, mais comme je te disais tout à l'heure, moi, je crois que c'est aussi une place qu'on leur a pas assez faite. Ces victimes, on les nomme même pas. Je sais pas si c'est par pudeur ou parce que les seuls noms qu'on a envie de retenir, c'est Mathurin Paulin. Moi, les noms des victimes que tu as cités, en tout cas au début de ton podcast, j'avais jamais entendu parler. Ouais. C'est des vieilles femmes, c'est les vieilles femmes du 18e. Ça compte pas, en fait. Non, en tout cas, ça a pas l'air d'être retenu. Les journalistes auraient pu enquêter sur ces femmes. Oui, complètement. Hein. Heureusement que je suis là. Ah, présence salvatrice pour le journalisme français. Ah oui, il y avait un dernier article, mais qui, pareil, n'a pas un rapport si évident, mais c'était sur cette profileuse française qui est titrée « Le travail obscur et laborieux d'une profileuse pour dresser le portrait psychologique d'un meurtrier ». Et elle s'appelle donc Michèle Agrapard-Delmas, experte judiciaire auprès de la Cour d'appel de Paris, possède une longue expérience des criminels en série. Elle préfère d'ailleurs les appeler des tueurs multirécidivistes, car selon elle, la France ne reproduit pas toujours le modèle américain. Chez les serial killers d'outre-Atlantique, le mobile et la mise en scène de la mise à mort des victimes ont toujours une connotation sexuelle, explique-t-elle en substance. Dans l'Hexagone, plusieurs exemples, du célèbre Dr Petiot, guillotiné au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, à Thierry Paulin, condamné pour le meurtre de plusieurs vieilles dames entre 84 et 87, et soupçonné au total de 18 assassinats, ont démontré que le simple appât de l'argent pouvait être une raison suffisante pour tuer à répétition. Je vais essayer de la contacter. Là, je vois, sous ton ordinateur, il y a un ouvrage en anglais, Death Companion. A Graveside Companion. Rien de très morbide. Hein. C'est pas si morbide que ça. C'est un livre de référence sur la manière dont la mort était traitée dans l'art, sur différentes époques, dans différentes cultures. Donc tu peux avoir des photos... C'est simplement des manuscrits, des peintures. Des crânes, des squelettes représentés. Oui, là, c'est toute l'iconographie autour de la mort. Ouais. Alors, tu as choisi cet ouvrage en particulier, alors que j'ai plein... Parce que c'est ce que j'ai vu tout de suite. Ouais. Quand je suis entré, j'ai vu ça, Death. Ah oui. Ouais. Non, j'ai pas un univers si morbide, mais c'est un livre qui est... Bon, c'est un livre de référence, quoi. Tu n'aimes pas plus la mort que ça? Non, mais je me défends un peu de ce stéréotype que je peux avoir l'air d'incarner. Je m'habille comme une ado de 16 ans alors que j'en ai bientôt 30 et j'ai quelques... J'aime bien les esthétiques un peu morbides, mais ça fait pas de moi quelqu'un de dramatique ou de... Voilà. Pourquoi t'aimes ces esthétiques? Je crois que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup les monstres. Je sais pas trop pourquoi, mais j'aimais bien ce truc, un peu comme quand on se regarde dans le miroir et qu'on essaye de faire les pires grimaces possibles pour se déformer le visage. Essayer d'avoir une espèce d'expression outrée de ce qui est horrible parce que ça le rend grotesque et rigolo. Et avec les monstres, c'est un peu pareil. En fait, ils font pas si peur que ça, les monstres. Il y a un côté un peu rigolo et grotesque que j'aimais bien. Et je pense que... Je sais pas trop après comment j'ai nourri cet univers, mais je crois que je préfère en faire quelque chose de rigolo plutôt que de morbide. Je pense que les vrais monstres, les gens les plus violents et les plus monstrueux n'ont pas des têtes de Frankenstein ou des têtes de vampires. Paulin et Mathurin, c'était des monstres? Je sais pas. Non, je voudrais pas avoir la prétention de les appeler monstres. Je pense pas. On n'est pas monstrueux, je crois pas. Bon, même si souvent on décrit les serial killers comme des gens qui torturaient des animaux quand ils avaient 8 ans, mais je me suis pas persuadée qu'on est complètement sociopathe et monstrueux. Et puis même si on a une enfance
parfaite, il y a quelque chose qui est beaucoup plus puissant que l'éducation que nous a donnée nos parents, c'est le monde extérieur, qui est ultra violent, mais qui est d'une violence qui est beaucoup plus invisible. Enfin, quoique. Mais on se rend même plus compte, on sort dans la rue et il y a des choses extrêmement violentes qu'on a ingérées et qui est une violence qu'on vit différemment quand on est une femme, quand on est quelqu'un de pauvre, quand on est quelqu'un de noir, quand on s'appelle Mohamed, voilà, je vais pas te faire la liste de tout ça, mais le monde est violent pour tout le monde et il l'est encore plus pour certaines personnes. Le fait de t'habiller comme ça te permet de te sentir comment ? C'est vrai que parfois, ça dépend des jours, mais j'aime bien toujours avoir un truc un peu agressif. Sur toi ? Ouais, sur moi, ouais. Parce que j'ai... Allez, hop, je vais le dire. J'ai envie d'avoir peur de rien. J'ai envie, en tout cas, c'est l'humeur dans laquelle je me mets au quotidien. Et parce que le monde est violent ? Et que c'est une façon de se défendre ? Complètement, ouais. T'es barricadé. Ouais, t'as vu ça. Bon, alors, bonne soirée. Ouais, bonne soirée toi aussi, rentre bien. Merci, à bientôt. Ciao. Je sors de chez Agathe. Il fait nuit. Alors certains d'entre vous me demandent si j'ai l'intention de retourner sur les lieux de crime, comme je l'ai fait dans la première saison. Alors la réponse est oui, parce qu'il m'en reste beaucoup à visiter, mais pour l'instant c'est impossible à cause de la pandémie. En tout cas, il y a une victime qui refait surface en quelque sorte. C'est Alice Partouche Benaïm, la 5e victime. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans l'épisode 14, le cauchemar d'Alice, j'étais allé dans son immeuble rue Marc-Séguin et je m'étais fait jeter par une dame, d'une manière pas très sympathique on va dire. Et là, j'ai reçu un message d'une jeune femme qui s'appelle Farah et qui me dit « Bonjour, j'habite dans l'immeuble d'Alice. J'ai reconnu mes voisins dans votre podcast. Je ne vis là que depuis quelques années. D'après ce que je sais, Alice vivait au 4e étage et l'appartement est aujourd'hui occupé par un homme seul. » Alors, j'ai demandé si je pouvais aller la rencontrer et elle a accepté. Donc une fois de plus, on verra bien où cette histoire me mène. Je vais reprendre mon vélo. À suivre. Françoise! Chères auditrices et auditeurs, pour soutenir Cerno, vous avez 2 possibilités. Participez sur patreon.com/Cerno pour le prix d'un petit livre de poche, ou, si vous ne pouvez pas, abonnez-vous sur votre appli, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, éventuellement laissez un petit commentaire et partagez Cerno au maximum sur vos réseaux sociaux. Ça n'a l'air de rien, mais c'est très important pour moi et pour la longévité du podcast. Merci beaucoup, à dimanche prochain, et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.